Bonjour et bienvenue sur Vox Africa et merci d'être au rendez-vous d'African Chronicles Special Ethiopie, deuxième partie. Depuis notre studio de Londres, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Dionedor Wanji, professeur de langue étrangère à Brookfield College. Nous avons aussi Frédéric Yamousangui, qui est directeur d'une entreprise minière, mais aussi qui est poète. Et aussi, nous avons Rémi Bandambala, qui est un éducateur social et qui travaille avec les jeunes à Londres. En 1964, la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie atteindra son apogée. Ahmed Nasser, président du Fonds de libération de l'Érythrée, nous rappelle que son mouvement n'avait pas de programme politique. Derrière cette guerre, y a-t-il un problème de terre, de famine? Nous en parlons juste après avoir écouté les déclarations de Kiflé Sélassié B7, ancien directeur du patrimoine de l'UNESCO, et de David Gakunzi, directeur de la Maison de l'Afrique à Paris. La guerre qui a été menée en Somalie a petit à petit affaibli la force Haïlé Sélassié. Et cette armée qui est un peu aguerrie a commencé à avoir des appétits. Sur le front de la Somalie, la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie, qui voulait occuper l'Ogaden, atteint son apogée en 1964. لما أسست جبهة تحرير إريتريا وإعلن الكفاح المسلح سنة 61 ما كان عندنا برنامج سياسي يعني للتنظيم. Quand le front a été constitué et la guerre de libération déclarée en 1961, nous n'avions pas de programme politique. Et cette situation a duré jusqu'en 1971. C'est-à-dire que la lutte idéologique s'est poursuivie pendant 10 ans. Avant, en 1969, un congrès s'était réuni à Adouba, dans les territoires libérés, sur l'initiative des combattants. À la périphérie, il y a des problèmes de terre, il y a la famine. Et malheureusement, on a l'impression qu'à la capitale, on ne réalise pas que le pays est en souffrance. Alors, comme on vient de le voir, là, il y a David Gakunzi qui a dit que peut-être l'un des problèmes, c'était une question de terre, de récupérer. Ou aussi en 1964, si on se rappelle bien, Haïlé Sélassié avait décidé de ne plus avoir de fédération et a constitué un État entier et sans consultation avec les autres partis ou nationalités de l'Éthiopie. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? Pour moi, c'est d'abord le problème des communications. À partir de Haïlé Sélassié, lorsqu'il a... Parce que c'était une fédération, c'est très bien connu, l'Éthiopie, c'est une fédération. Mais mettre tout le monde ensemble, et sans pourtant d'expliquer pourquoi on est ensemble, et on va vivre dans cet état-là, ça crée un problème. Ça, pour moi, c'est d'abord, premièrement, manque de communication, et ces gens-là voulaient se retirer. Mais c'est vrai, il y a aussi le problème de la terre, qui gère quoi, ça c'est aussi un autre problème. Dionedor, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Frédéric a dit? Moi j'ai une analyse un tout petit peu différente parce que si on considère que l'Éthiopie sous l'empereur Haïlé Sélassié Ier était une fédération, il se trouve tout simplement que dans ce genre de gouvernement ou bien de régime où tout est centralisé, il arrive un moment où les éléments du régime qui se trouvent à la périphérie acquièrent une certaine quantité de pouvoir et veulent se détacher et puis et être eux-mêmes caïds à la place du caïd. Donc c'est cela. Et vous, Rémi, si on tient compte de la situation de l'Éthiopie à cette époque, est-ce que vous pensez qu'il y avait d'autres éléments qui étaient en jeu, qui ont poussé l'Érythrée à se battre contre l'Éthiopie? Et ce n'est pas simplement une question de terre? Ouais, moi je pense que ça doit être... à part la question de terre, la question de terre, décidément, c'est la base. On est d'un pays, on vit quelque part. Mais il y a des dirigeants qui dirigent cette terre-là. Donc il y a d'une part, moi je vois d'une part, il y a
les habitants et ceux qui dirigent. Non, le problème maintenant pour ceux qui dirigent, c'est leur vision. Qu'est-ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'ils se mettent pour arriver au but qu'ils se sont donnés. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, est-ce que c'est en concert avec ce que voudrait le peuple, par exemple? Mais si ça se fait justement parce qu'on a le pouvoir, on peut décider et on peut risquer de rater le but. Mais il n'y a pas d'intérêt minéraux en Érythrée ou l'Ogaden, où il n'y avait pas de... Parce qu'on était en plein guerre froide à l'époque, en 1964, il y avait des pressions énormes, c'était après la crise des missiles à Cuba, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un jeu dans cette région-là aussi, Frédéric? Oui, évidemment, oui. Il y a des enjeux. En plus, cette partie-là est très stratégique. Pourquoi est-ce qu'on devait... L'Ogaden, c'est une partie qui faisait partie de la fédération éthiopienne. Pas de problème. Mais il y a un moment où on a dit non, il faut qu'il se détache, qu'il soit partie des Somalie, parce qu'il fallait les peuples somaliens puissent se regrouper, tout ça. Moi, je voyais à l'époque, même les années 60. Et la Somalie, à l'époque, c'était en dessous la protection britannique, oui, avec la Somaliland, etc. Et en fait, c'est un ministre britannique des Affaires étrangères qui a fait ses plans. Sa vision, c'était que là où il y a des Somaliens, il faut qu'ils se regroupent comme dans une nation, ils se représentent une nation. Et le problème est que cette partie-là se trouvait dans l'Éthiopie, ça crée un problème. Et maintenant, à l'époque aussi, la plupart des gens qui voulaient se détacher de la colonisation, en fait, ça s'alignait à côté de la Russie. Ça crée aussi un problème. Donc il fallait comment que la Russie et Cuba se retrouvent dans ce coin-là et les États-Unis avec les alliés se retrouvent. Donc tout ça, c'était surtout des aussi forces. qu'on était au lendemain de beaucoup d'indépendance pour des pays africains. Oui. Donc les pays africains voulaient devenir un peu plus indépendants ou décider de leur fait. Ils voulaient se débarrasser des influences extérieures. Oui. Mais aussi... l'Éthiopie, l'Érythrée, l'Ogaden, il est dans un endroit extrêmement stratégique parce qu'il y a tous les pétroliers qui passent par là. Oui, c'est très très intéressant ce que vous dites là parce que il faut toujours lire ce genre d'événements à la fois sous un angle interne, c'est-à-dire des raisons qui sont propres à l'Éthiopie. À l'époque, il y avait eu la famine qui s'annonçait en 1966, mais qui était déjà proche là. Et qui avait la classe moyenne qui avait jusque-là soutenu Haile Selassie était en train de se révolter. Les militaires n'étaient plus payés et tout cela. Donc il y avait ces causes internes et maintenant sur le plan externe, comme vous l'avez dit, maintenant il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques et géostratégiques qui se trouvent dans cette région de la Corne de l'Afrique, n'est-ce pas, qui est exactement dans la même situation que, n'est-ce pas, les territoires qui se trouvaient dans le golfe de Guinée et qui aujourd'hui également de même. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait de nouvelles zones d'influence qui se dessinaient dans cette partie du monde, notamment où les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale s'affrontaient, n'est-ce pas, par pays interposés. Oui, c'était l'URSS, du moins le bloc soviétique, entraîné dans la région par l'URSS et Cuba. En face, les Anglais et comme vous l'avez dit, la famine a joué un rôle important quand même dans le changement politique de ce pays. Un peuple qui a faim et qui ne dispose pas d'éléments de base nécessaires pour survivre, met son gouvernement en danger. Et en 1974, Haile Selassie va être renversé par le colonel Mengistu. On va vers la grande famine des années 70-1973 et évidemment on va aller vers la révolution de 1974 avec le renversement du pouvoir de Haile Selassie et la venue au pouvoir du colonel Mengistu. Qui pense remporter la victoire contre l'Italie, contre l'Érythrée, en Érythrée, contre le mouvement nationaliste par la France. Le 12 septembre 1974, Haile Selassie est déposé et arrêté. Les anciens dignitaires sont emprisonnés.
Les grèves et manifestations sont interdites. L'ODERC, la junte militaire, commence à s'installer au pouvoir. Les étudiants sont envoyés dans les provinces afin de mener des campagnes d'alphabétisation et de diffuser surtout la nouvelle idéologie, une idéologie d'inspiration soviétique. Le colonel Mengistu arrive et proclame la révolution éthiopienne. Ce n'est même pas l'élite de l'armée éthiopienne qui dit ça, mais c'est les jeunes officiers qui, sur le terrain, étaient fatigués de livrer les batailles à l'illettré et surtout de voir leurs conditions se détériorer, etc. Donc au début, ils ont eu une attitude un peu comparable à l'idée que l'on se fait en Afrique de l'Ouest de Sankara, mais bien avant Sankara, c'est-à-dire que c'est des officiers engagés. Bon. Une révolution qui semble être guidée par des nobles idéaux, notamment la redistribution des terres, mais aussi l'envie de changer certaines féodalités. Mais tout de suite, ce pouvoir apparaît comme un pouvoir dur, un pouvoir sanguinaire, un pouvoir dictatorial. Alors, Frédéric, comme vous venez de le voir, puis on en a parlé un petit peu auparavant, est-ce que toutes les raisons qui ont poussé le colonel Mengistu à prendre le pouvoir, donc il y avait l'histoire de la famine, mais est-ce qu'il y avait d'autres éléments, à votre avis, qui ont créé cette tension, qui ont créé cette situation? Ouais, moi j'ai toujours eu des difficultés à croire que lui-même, Mengistu, en tant que jeune officier, allait laisser tout le monde, dépasser tout le monde et aller prendre le pouvoir. J'ai toujours eu l'impression que les gens ont analysé, ils ont vu c'est des raisons stratégiques par rapport au pays. Et en plus, ils ont profité parce que voir que Haïlé Sélassié était déjà affaibli par le peuple. Donc il y avait, comme enfin ici, Diénedor a dit non, la classe moyenne, il y avait un problème. Les gens ne voulaient plus de lui. Donc c'était facile de se débarrasser. On a vu dans d'autres pays d'Afrique, ça s'est répété. Ce n'était pas la première fois. Vous pensez que la mauvaise gestion du pays, elle a créé cette situation? Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? C'était plus la mauvaise gestion du pays ou les pressions extérieures? Moi, je pense que c'est les deux. Comme j'ai dit avant, les décisions, quand on prend les décisions pour diriger un pays, il faut que ce soit en concert avec la population, du moins la majorité. Mais si ça se fait justement pour le besoin d'exercer le pouvoir, donc c'est déjà quelque chose qui va pas aboutir. Et bien entendu, pression extérieure, quand il se passe quelque chose en Afrique, il y a toujours des gens qui savent, qui sont les catalyseurs de ces situations, qui vont dire, par exemple, voilà, lui avec son système-là de féodalité, il y aura toujours des gens qui n'auront pas de terre, essayons de voir ce nouveau système où la classe moyenne, par exemple, c'est toujours des discours. Parce que pour le petit peuple, ce qui est important, c'est du jour au lendemain, comment ça se passe? La famine, il y en a beaucoup qui n'en ont pas l'expérience. Quand on dit famine, ok, voilà, famine, F-A-M-I-N-E, famine, mais s'il faut passer par là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dans le ventre, on ne sait pas réfléchir, mais par contre, il y en a qui... C'est quand même incroyable quand on voit que l'Éthiopie est un vaste pays, c'est un pays millénaire, donc on aurait pensé qu'ils auraient une agriculture développée, mais on s'aperçoit que il y avait un système féodal, où les gens, il y avait une minorité qui contrôlait les terres, ou qu'est-ce que vous en pensez, Oui, c'est intéressant, comme l'intervenante a dit tout à l'heure dans le documentaire, que en fait Mengistu ne faisait pas partie de cette clique, n'est-ce pas, privilégiée de l'armée. C'est intéressant que ce soit un officier, bien qu'il soit un officier supérieur, mais qui n'était pas privilégié du régime. Donc cela veut dire que en fait, c'est les causes qui l'amènent au pouvoir, c'est la politique qu'il met en place, il est en train lui-même de créer, n'est-ce pas, les conditions de son départ du pouvoir. Parce que dans un système féodal comme celui-là, déjà, où une économie est tournée entièrement vers l'agriculture, parce qu'il faut dire que l'Éthiopie, bien qu'il soit un pays très millénaire, l'économie est en fait basée essentiellement sur une agriculture vivrière, donc qui
dépend encore fortement du rythme des saisons et de la bonté des pluies ou de l'absence des criquets et tout cela dans les récoltes. Donc alors, quand on oblige les populations, n'est-ce pas, à renvoyer tout le produit de leur récolte vers les gouvernements centraux, vers le gouvernement central, qui l'utilise maintenant pour maintenir, n'est-ce pas, ceux qui sont chargés de propager l'idéologie. Par exemple, quand Mengistu envoie les jeunes étudiants dans les villages pour alphabétiser, il faut bien les nourrir, il faut les entretenir. Donc, ce qui fait qu'il y a de plus en plus beaucoup de personnes qui travaillent dans la machine de l'État et de moins en moins de personnes qui produisent, n'est-ce pas? Et le fait de s'attaquer aux gens supposés propriétaires terriens est une politique qui, n'est-ce pas, sur la face est bonne, mais en réalité, être un propriétaire terrien va avec un certain savoir-faire. Donc quand brutalement on se sépare des gens de leur terre, il y a un savoir-faire qui disparaît. Même si on le redistribue à certaines personnes, il va falloir un certain temps, n'est-ce pas, pour pouvoir faire ce que les autres faisaient avant. Et c'est intéressant qu'au lieu d'envoyer les jeunes, n'est-ce pas, faire de l'agronomie dans les villages, bien apprendre aux gens à cultiver, on les envoie plutôt alphabétiser. Donc je pense que Mengistu, dès ses premières mesures politiques, a commencé à préparer, n'est-ce pas, les conditions de son renversement. Merci Dionodore. Je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs que l'auteur du reportage, c'est notre ami Olivier Enogo, qui est expérimenté, qui a l'expérience de ce genre de reportage et qui a fait un excellent travail pour nous. Je voulais juste continuer avec notre ami en discutant de la situation en Éthiopie. Il y avait des sécheresses aussi. Quand même, l'Éthiopie a été une sécheresse catastrophique. Mais dans un sens, je pense que les gouvernants doivent pouvoir prévoir ce genre de choses. Si on gère un pays, on le gère à long terme, ce n'est pas une épicerie, donc on doit avoir des plans à long terme, etc. Mais il y a une autre chose aussi qui me passe par la tête, c'est qu'il y aurait-il pas quelque chose sous la terre en Éthiopie qui aurait attiré des envies extérieures, comme on le voit, par exemple, la situation au Congo, avec le coltan, il y a une situation de guerre incroyable, et ça pourrait s'arrêter immédiatement si ceux qui achetaient le coltan décident de l'acheter quelque part ailleurs. Frédéric, oui. On attend un peu d'éclaircissement là-dessus. Non, vous avez complètement raison. Si tout le monde qui, par exemple au Congo, qui veulent du coltan, décide d'acheter ça légalement, au niveau du gouvernement, mais ces gens-là n'auront rien à faire, ils n'auront plus besoin, ne peuvent plus vendre là où ils vendent. Mais le problème est qu'il y a des hommes, il y a des, comme on dit en anglais, des middlemen, il y a des commissionnaires qui sont là, qui créent des situations que, au lieu de passer au niveau du gouvernement, ils viennent d'acheter chez eux. Parce qu'en plus, c'est moins cher. Notre système économique qu'on vit, c'est acheter moins et vendre cher. Et si vous faites beaucoup d'argent pour votre société, on vous dit, lui c'est le meilleur manager, ou lui c'est le meilleur PDG. Et ils veulent aller acheter moins cher pour que nous aussi, on consomme des portables, des iPods, qu'on achète aussi moins cher. C'est aussi toute cette philosophie-là qui nous-mêmes, on est contre toutes ces guerres-là, on participe d'une façon ou d'une autre. Par exemple, le cas du Congo. Et même en Éthiopie. En Éthiopie, il y a des minéraux, il y a d'autres choses là-bas. Mais on ne sait pas si c'est peut-être ça qui était à la base de ça. Parce qu'il y a une différence entre la famine et sécheresse. Il y a une différence. Sécheresse, oui. Mais pour arriver au niveau qu'on a vu à la télé, nous sommes encore des jeunes, non. Il fallait quand même... il y a quand même des mois. L'État quand même devait savoir que ça va arriver jusqu'à ce point-là. Merci. Alors, l'Éthiopie va connaître un changement radical avec le colonel Mengistu. Pour son voisin, l'Érythrée, la chute de l'ancien régime, celui d'Haïlé Sélassié, est due au fait que Sélassié n'a pas su gérer les problèmes des diverses nationalités à l'intérieur de l'État. Comment le nouveau régime éthiopien a-t-il accédé au pouvoir? Premièrement, il faut tenir compte du rôle qu'a joué la révolution érythréenne pendant 17 ans.
Les premiers mouvements insurrectionnels au sein de l'armée éthiopienne ont eu lieu à Asmara, capitale de l'Érythrée, et ceci explique le rôle qu'a joué la révolution érythréenne dans ce changement en Éthiopie. Pour ce qui est du changement, nous l'avons considéré comme un pas en avant. Il y a eu une lutte anti-féodale, une reconnaissance partielle du problème érythréen. Pas de la manière dont on l'aurait souhaité, mais ils ont annoncé leur intention de résoudre le problème par des moyens pacifiques. Ils ont proclamé le socialisme, ils ont pris position contre l'impérialisme, le sionisme et le colonialisme. Tout ceci est positif. Mais il reste deux problèmes. Ils ont échoué dans la reconnaissance du droit du peuple érythréen à l'indépendance. Ils ont aussi échoué car ils n'ont pas su affronter le problème des diverses nationalités à l'intérieur de l'État comme un régime progressiste aurait dû l'affronter. Alors la chute d'Haïlé Sélassié, c'est le résultat de quoi, Rémi? Moi, je pense qu'il n'a pas pu faire vraiment attention à ce qui s'est passé à l'intérieur. Et il a ouvertement déclaré la guerre contre les colons, contre les... Mais c'est lui qui a déclaré la guerre à l'Érythrée ou c'est le contraire? Non, c'est ce qui était déjà là. C'était que la situation, tout ce qu'il faisait, ça ne facilitait pas la tâche. Parce que qu'on puisse quand même voir. Parce que dans chaque pays, il y a toujours des minoritaires. Dans chaque pays, il y a des tribus, il y a des minorités, il y a toujours des gens de partout. Mais quelqu'un va venir, va dire, non, vous êtes des minoritaires, oui, mais on vous maltraite. Après, les gens vont dire, nous sommes des minoritaires, il faut qu'on puisse, qu'on soit indépendant. C'est un problème facile à gérer si, par exemple, lui, Haïlé Sélassié avait vu qu'il a des ennemis et les ennemis peuvent utiliser ça comme prétexte. On a vu ça au Congo. Avec Mobutu, partout il y a des minoritaires, mais il y a un groupe de gens qui viennent et disent que non, nous on est des minoritaires, qu'il faut qu'on soit protégés. Donc ça crée un problème. Donc vous pensez que les différentes nationalités à l'intérieur de l'Éthiopie ont joué un rôle prépondérant dans la situation? Oui, c'est vrai que... Parce que ce que je pense par là, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau des élites politiques, ils doivent tous se connaître quand même. Oui, ce sont des amis. Oui, ils se connaissent. Et tout d'un coup, ils se font la guerre. Non, c'est qu'en réalité, je pense que les problèmes ethniques, les divisions entre guillemets ethniques, les discriminations sur la base, n'est-ce pas, des affiliations ethniques et tout cela qu'on déplore souvent dans les politiques africaines sont, à mon avis, factices parce que en réalité, ceci cache d'autres problèmes. Ceci cache d'autres problèmes dans la mesure où d'où vient-il qu'un peuple soit forcément, s'il s'estime discriminé, de procéder à une sécession? Donc les sécessions ne peuvent pas résoudre des problèmes parce qu'il n'y a pas de peuple homogène en tout cas. Donc même en Érythrée, si vous y allez, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des tribus ou bien des clans qui forcément n'appartiennent pas déjà en Éthiopie, je crois qu'il y a 9 différentes ethnies. Voilà, donc les Somalis qui sont dans l'Ogaden et tout cela. Donc si chacun doit avoir en Afrique, l'Afrique foisonne de centaines d'ethnies. Donc si chaque ethnie doit avoir son petit territoire, cela n'aura pas de sens. Mais moi, je pense qu'il y a une certaine instrumentalisation de l'élite politique qui, à un moment donné, pour des raisons tout simplement de rente, de pouvoir mettre la main, une plus grosse main sur les rentes de leur position politique, estiment qu'ils peuvent mobiliser un certain nombre de forces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, et pour pouvoir, n'est-ce pas, asseoir leur pouvoir. Et ils profitent bien sûr des signes de fin de règne qui s'étaient annoncés déjà à l'époque de Haïlé Sélassié, bien sûr, la famine qui est récurrente dans l'histoire de l'Éthiopie, et aussi, n'est-ce pas, il n'était pas ignorant de la scène politique internationale, parce qu'avec la guerre froide maintenant, il était possible soit de jouer sur l'échiquier des communistes ou alors des... Frédéric, vous êtes d'accord avec Dionedor là-dessus? Oui, il y a une chose que j'apprécie, ce qu'il dit, parce que
S'il faut se baser seulement dans le problème de tribus, au Congo, il y en a à peu près 420. Donc, chaque tribu va dire, non, moi j'ai un petit village, ça, moi c'est mon coin. Mais en fait, si quelqu'un veut, si on trouve que, par exemple ici au Congo, comment est-ce qu'il y a toujours des problèmes à l'Est, là ou à l'Est? Parce que là où on a peut-être à peu près 80% de coltan du monde. Et maintenant, avec l'industrie de l'électronique, qui va se développer encore plus. Qui se développe, et il faut qu'on puisse résoudre ce problème parce que c'est là où on trouve les coltans. Mais du coltan pas cher. Pas cher, parce que les personnes qui veulent en acheter, en fait ils ne veulent même pas acheter, ils veulent trouver ça tellement moins cher que qu'on fabrique des portables, des laptops ici, que nous, on achète ça aussi moins cher. Parce qu'après 6 mois qu'on achète d'autres équipements. Donc, comme on a besoin de ça, et là-bas, ils ne veulent pas acheter, ils vont aller créer des guerres après, mais il faut avoir quand même des prétextes qui va quand même tenir devant tout le monde. On dit non, il y a un groupe de gens là-bas qui sont minoritaires, qui veulent la sécession. Bon, lorsqu'ils justifient, tu verras que non, ça tient debout. Mais non, on s'aperçoit que les mouvements sécessionnistes, dans un sens, ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec le développement, ça a beaucoup plus à voir avec des intérêts particuliers et précis, alors pour des individus ou pour des ethnies. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? Ce qui me saute par la tête, directement, c'est, comment on appelle, l'égoïsme. Voilà. L'égoïsme, c'est le plus grand des vices en Afrique. On parle de l'Afrique d'avant 70, par exemple. Nous, on était encore gosses. Je ne sais pas si Frédéric était encore né. C'est-à-dire que maintenant, on atteint notre cinquantaine, par exemple, et c'est les mêmes problèmes qui étaient quand on naissait, et c'est les mêmes problèmes qui restent maintenant. C'est-à-dire, moi, maintenant, je me dis quoi? Est-ce qu'on ne peut pas se mettre tout autour d'une table et discuter? Sincèrement, arriver au bout, laisser tout le monde dire ce qu'il veut dire et puis balancer par rapport à l'intérêt commun. Je suis d'accord avec vous. L'égoïsme va nous porter dans une situation où, dans le nord de l'Éthiopie, la situation se complique et va se transformer en drame humain. Le pays a connu de grandes périodes de sécheresse dans les années 70 et 80. Les organisations humanitaires internationales font ce qu'ils peuvent sur le terrain, mais il y a 40 000 réfugiés qui sont à la recherche de la même chose, nourriture et médicaments.